Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire Comment signaler des cas d'éco-blanchiment, organisé par le Centre québécois du droit de l'environnement. Je me permets un petit commentaire éditorial pour saluer le travail de cette formidable organisation qui joue un rôle extrêmement important dans l'écosystème environnemental québécois et plus largement pour la protection de notre démocratie et des droits à un environnement sain. Avant de vous présenter nos deux panélistes, d'abord, je m'appelle Laure Bardel, je suis éco-sociologue, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et co-instigatrice de Mère au front. Quelques petites indications pour ce webinaire. Vous avez au bas de l'écran un icône Q et R, questions-réponses. Donc, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra à la toute fin. On se garde un 15 minutes après les interventions de nos deux panélistes pour répondre à toutes vos questions. Et si vous en avez encore par la suite, il y aura la possibilité de répondre à vos questions dans un deuxième temps, évidemment. Vous recevrez également un courriel avec un lien pour écouter ou partager le contenu de ce webinaire par la suite, ainsi que les PowerPoint. Donc, ce qu'on souhaite vraiment, l'intention de ce webinaire, c'est d'outiller la population pour qu'on puisse mieux dénoncer l'éco-blanchiment de manière à le prévenir, parce que je suis sûre que chacun d'entre vous avait vécu dans dans votre vie des petits moments d'indignation, parfois peut-être des grands, à voir comment l'éco-blanchiment est une astuce et parfois volontaire, peut-être parfois involontaire aussi, qui mine finalement la grande transition écologique et sociale qu'on tente de réaliser pour de vrai concrètement. Donc, sans plus tarder, je vous présente donc Julien Beaulieu, qui est avocat et chercheur au CQDE. Julien est donc spécialisé en droit de la concurrence. Il est aussi titulaire d'un MBA de l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise en économie de l'Université d'Erasmus à Rotterdam. Il est également chargé de cours en droit à l'Université de Sherbrooke. Et en 2022, il publiait le fameux rapport du CQDE, Éco-blanchiment climatique, comment renverser la vapeur. C'est aussi le titulaire de la toute dernière bourse qui porte mon nom, une bourse qui est remise par Équiterre et la Caisse d'économie solidaire Desjardins pour soutenir ses travaux sur l'éco-blanchiment. Notre deuxième panéliste est Marc Bisaille. Excuse-moi, Marc, j'espère que je prononce bien ton nom de famille. Tu me corrigeras si c'est pas le cas. Michael. Bisaille, bon, pas si mal, merci. Il est titulaire de baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Mitra Bisaille est avocat au Centre québécois du droit de l'environnement. Et après avoir pratiqué en droit de la famille, en droit civil et commercial, il a œuvré ensuite en droit administratif, pénal, civil et professionnel avant de rejoindre l'équipe du CQDE en 2015, où il se consacre au droit de l'environnement parce qu'il a la conviction profonde que ce domaine regroupe les enjeux les plus importants du présent et de l'avenir. Donc, merci à tous les deux de nous partager vos connaissances et nous transmettre des outils sur ce grand sujet qu'est l'éco-blanchiment. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partager mon écran. Parfait. Alors, merci beaucoup, Laure, pour ces mots d'introduction. C'est très apprécié. Et c'est toujours un plaisir de continuer ces travaux de diffusion de la recherche sur l'éco-blanchiment grâce à l'aide d'Équiterre et de la Caisse d'économie solidaire des jardins. Là. Donc, merci pour ça. Alors, sans plus tarder, allons-y dans le vif du sujet. Oui, merci. Donc, merci beaucoup, Laure, de mon côté aussi. Le mot de la journée aujourd'hui, c'est le mot simple. Alors, nous allons garder ça simple pour vous dans ce webinaire. Notre plan de match, bien simple, c'est d'expliquer sommairement c'est quoi l'éco-blanchiment, ensuite d'expliquer comment vérifier auprès des autorités publiques si ce que vous voyez et qui vous semble suspect est effectivement de l'éco-blanchiment. Et comme mentionné, on aura une période de questions. Alors, voilà notre plan de match. À toi, Julien.
Alors, essentiellement, aujourd'hui, là, la façon dont on va procéder, c'est qu'on va essayer de répondre à quelques grandes questions. Notre cadre d'analyse est comme suit. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est en présence d'une déclaration d'une entreprise? Donc, sans déclaration d'entreprise, on ne peut pas vraiment parler d'éco-blanchiment. Donc, ça nous prend une déclaration d'une entreprise. Et là, on va se poser la question, ben, est-ce que cette déclaration-là, potentiellement, pourrait être un cas d'éco-blanchiment? On va vous aider à définir, à comprendre qu'est-ce que c'est l'éco-blanchiment, quels sont les principaux cas de figure. Et ensuite, la question qui suit, c'est, bon, ce cas potentiel d'éco-blanchiment-là, est-ce qu'il est potentiellement illégal en vertu d'une des lois sur la protection des consommateurs? Donc, est-ce qu'une loi sur la protection des consommateurs est susceptible de s'appliquer? Et si la réponse c'est oui, à la lumière des informations qu'on va vous donner aujourd'hui, on peut se tourner vers le Bureau de la concurrence, vers l'Office de la protection du consommateur ou vers d'autres agences réglementaires. On va surtout se concentrer sur le Bureau de la concurrence et sur l'Office de la protection du consommateur aujourd'hui. Donc, c'est essentiellement ça, les différentes questions qu'il faut se poser. OK, on est en présence d'une déclaration, on est à l'épicerie, on regarde la télé, il y a une publicité, on essaye de nous vendre quelque chose, de faire la promotion d'une activité, d'un produit, d'un service. Est-ce que c'est potentiellement de l'éco-blanchiment? Est-ce qu'il y a une loi qui pourrait avoir été enfreinte? Et si oui, ben, vers qui est-ce qu'on peut se tourner? On va essayer de répondre à toutes ces questions-là, de démystifier ça, tout le monde ensemble. Alors, déjà, avant même de parler d'éco-blanchiment, ça nous prend une déclaration qui porte sur les caractéristiques environnementales. Donc, une entreprise va envoyer un message, que ce soit dans une publicité, sur l'étiquetage, l'emballage d'un produit. On se promène dans le métro, il y a une affiche avec une publicité pour une entreprise, pour une organisation quelconque, destinée au grand public, aux consommateurs, et qui porte sur des caractéristiques environnementales. Quand on parle de caractéristiques environnementales, qu'est-ce qu'on veut dire? Bien, ça peut être toutes sortes de choses. On peut parler des caractéristiques environnementales d'une marque, donc la marque d'un produit, des caractéristiques environnementales d'un secteur d'activité. Par exemple, on fait la promotion d'un secteur pour sa bonne performance environnementale. On peut aussi parler d'un fait scientifique lié à un produit, souvent, ou à un service, ou à une activité. Par exemple, dire qu'une activité contribue ou ne contribue pas au changement climatique. Parfois, on va parler d'un produit ou d'un service qui est commercialisé par une entreprise. Puis parfois, on va aussi parler des activités de l'entreprise. Donc, on va dire nos activités sont carboneutres, nos activités émettent peu de GES. Donc, c'est l'ensemble des types de caractéristiques sur lesquelles les entreprises vont communiquer. Et l'information qui est véhiculée peut toucher à tous les domaines environnementaux pour que ça constitue de l'éco-blanchiment. Ça peut être de l'éco-blanchiment climatique, comme une entreprise qui dit que son produit est carboneutre, alors que, par exemple, c'est seulement l'emballage qui l'est et qui compte pour seulement 3% des GES associés au produit. Ça peut être concernant la protection de la biodiversité, comme un projet qui dit éco-responsable exemplaire d'un point de vue environnemental, mais qui détruit des habitats d'espèces menacées. Malheureusement, on en voit un peu trop souvent. Ça peut porter sur la pollution, bref, ça peut porter sur tout ce qui touche à l'environnement au sens large, climat, biodiversité, etc. Je devrais ajouter aussi que ça, c'est seulement pour que ça puisse rentrer dans la définition d'éco-blanchiment, mais évidemment, de l'information fausse ou trompeuse qui n'a rien à voir avec l'environnement, vous pouvez aussi le signaler aux autorités, mais là, on commencera à s'éloigner du sujet d'aujourd'hui. La prochaine planche, c'est bien simple. C'est cette flèche rouge avec un X qui vous illustre simplement que l'éco-blanchiment se situe là, dans l'information qui est véhiculée par l'entreprise au public, aux consommateurs, aux consommatrices. C'est tout. Alors, quelle forme ça peut prendre? On a ici quelques exemples, on pourrait penser à d'autres peut-être, mais donc des déclarations qui sont carrément fausses, évidemment. Des déclarations sélectives, en bon français du cherry picking, autrement dit, une entreprise qui vous parle de ses bons coups pour l'environnement par rapport à un produit, une activité, mais qui ne parle pas des impacts négatifs. Alors ça, c'est un enjeu, évidemment. Ça peut être de l'exagération, ça peut être tout ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Il y en a un aussi qui vaut la peine d'être mentionné, c'est en bas à gauche, ce sont les déclarations vagues ou génériques. Donc, tout ce qui est difficile à définir, comme le mot vert ou durable ou responsable, c'est tellement large, c'est tellement vague que presque toujours, ça constituerait, selon nous, de l'éco-blanchiment. Parce que vert, comme il n'y a pas de définition dans les lois, on pourrait penser que ça veut dire simplement bon pour l'environnement. Donc, plus on en produit, plus on en consomme, mieux l'environnement va se porter. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui rentrent dans cette définition-là.
Donc, on voit qu'il y a toutes sortes de cas de figure, toutes sortes de catégories d'éco-blanchiment. Et là, regardons des exemples pour essayer de mettre ça en image. C'est des exemples fictifs qui ont été faits par Charlie Debon de Radio-Canada dans le cadre d'un reportage, mais on les trouve très, très éloquents, ces exemples-là. Donc, je vous laisse le regarder un petit peu. Ce premier exemple-là, on nous fait la promotion d'un cendrier fait en verre et on essaie de nous convaincre que ce cendrier en verre est vert. Donc, on a en haut à droite là, des petits logos qui nous laissent entendre que bon, chaque cendrier vendu sauve un dauphin, que le cendrier en verre est sans microplastique. On nous dit, pour un environnement plus propre, choisissez le cendrier Neptune, le préféré du tabac naturel. Donc, on nous dit que c'est un produit naturel, ce cendrier-là. Et même l'entreprise nous dit, bon, la nature est importante pour nous. C'est pourquoi chaque cendrier Neptune est confectionné à partir de sable de nos plages durables du sud de l'Argentine. Quand envie de fumer rime avec planète sauvée, vous choisissez le cendrier Pristine. OK, je vous laisse le regarder un petit peu, réfléchir là, à la lumière des catégories que Marc a présentées, quel cas de figure s'applique ici. Là, c'est livré, là, livré par les eaux sur une belle plage exotique. Là, c'est agréable. Donc ici, on a toutes sortes de choses. Déjà, on fait référence à des certifications, des labels ou des symboles dont on peut se poser la question est-ce qu'ils sont crédibles ou pas. Ici, ça semble pas être des certifications reconnues. Donc, on est probablement dans un cas de figure de certification trompeuse, potentiellement. On utilise des déclarations génériques, comme Marc nous a mentionné, des mots comme naturel, comme bon, propre, plage durable. C'est des mots qui, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce que ça veut dire dans le cas ici. On a aussi des déclarations non pertinentes. On vient nous dire que notre cendrier est sans microplastique, mais celui-ci étant fait en verre, c'est pas vraiment surprenant qu'il soit sans microplastique. Donc, on nous donne l'information, mais est-ce qu'elle est vraiment pertinente? On nous parle aussi du fait que chaque cendrier vendu sauve un dauphin, mais bon, c'est vraiment pas en lien avec l'usage du produit. Ça ne nous informe pas sur son empreinte environnementale. Donc, on peut se poser la question, là, est-ce que c'est de l'information qui est pertinente ici? Est-ce qu'on nous parle beaucoup d'environnement? On a l'impression, mais on obtient vraiment peu d'informations sur la performance environnementale réelle de ce produit-là, sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, plusieurs là, choses qui clochent là, potentiellement ici. Un deuxième exemple de cas fictif, encore une fois. On a une bouteille d'eau, il nous dit nouvel emballage carboneutre pour protéger la biosphère, une bouteille à la fois. Encore une fois, je vous donne quelques secondes pour réfléchir à qu'est-ce qui pourrait poser problème dans ce cas de figure. Belle bouteille d'eau, on veut protéger la biosphère. Donc ici, c'est un cas typique de déclaration sélective, comme Marc le décrit. Donc, on nous parle de l'emballage, mais on ne nous donne pas d'informations sur l'empreinte carbone de ce produit-là sur l'ensemble de ses composantes. Donc, on nous parle de l'emballage, mais qu'en est-il du transport, de l'embouteillage de l'eau? Qu'en est-il du traitement là, du plastique qui va probablement émettre des GES aussi? Donc, oui, l'emballage est carboneutre, mais qu'en est-il du reste? Peut-être même que sur l'ensemble du cycle de vie, ce produit-là est encore plus émetteur de GES que la moyenne de l'industrie, mais en raison de la déclaration sélective, on n'est pas capable de vraiment évaluer ça. Donc, oui, l'emballage est carboneutre, ce n'est pas nécessairement faux, mais on voit que ça nous donne peut-être une fausse impression par rapport à la performance environnementale de ce produit-là. Un autre élément aussi qui soulève des enjeux dans cet exemple-là, c'est qu'on nous dit qu'on va protéger la biosphère une bouteille à la fois. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique comment l'achat d'une bouteille d'eau peut protéger la biosphère. Peut-être qu'on peut réduire les émissions de GS qui auraient été produites avec une autre bouteille dont l'emballage ne serait pas carboneutre. OK, peut-être, mais reste qu'on ne vient rien protéger ici. Là. On vient juste pas émettre davantage de GS grâce à l'emballage. Donc, il n'y a aucune protection de la biosphère. Fait que là, ici, on est vraiment dans une déclaration qui est plutôt fausse, là. En plus du fait qu'elle est une déclaration sélective. Donc, ces deux cas de figure, on vous a présenté aussi quelques exemples des grandes catégories d'éco-blanchiment. Et là, je suis sûr qu'à partir de maintenant, vous allez vous promener dans le métro, à l'épicerie, dans l'autobus, et vous allez en voir partout là, des déclarations qui pourraient rentrer dans ces catégories-là. Et il faut savoir que ces déclarations-là ben, sont assujetties à
des lois. Donc, les lois sur les protections des consommateurs s'appliquent à ces déclarations-là. Là. Il n'y a pas de vide juridique là, et potentiellement peuvent mener à des sanctions, ces déclarations-là. On va se concentrer sur deux lois principalement, une loi fédérale puis une loi provinciale. À l'échelle fédérale, la loi qui nous intéresse, c'est la loi sur la concurrence. Donc, vous la voyez là, en orange un peu plus foncé ici, qui est administrée par le Bureau de la concurrence. Donc, le Bureau de la concurrence, c'est une agence fédérale qui est responsable d'administrer la loi sur la concurrence. Et au niveau provincial, on a la loi sur la protection du consommateur qui est administrée par l'Office de la protection du consommateur, aussi appelé l'OPC. Pour votre information, sachez qu'il y a aussi des lois spécifiques sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et sur l'étiquetage des textiles. Ces lois-là, elles aussi, sont administrées par le Bureau de la concurrence. Donc, si jamais vous faites affaire à, vous avez des situations qui impliquent ce type de produit-là, sachez que le bureau a une expertise spécifique sur ces produits-là. Et sachez aussi qu'il y a des agences spécialisées en matière financière. Donc, si jamais vous faites face à des situations potentielles d'éco-blanchiment qui se rapportent à des produits financiers, à des services financiers, bien, là, ça peut être intéressant de se tourner vers ces agences-là spécialisées en matière financière. Si jamais là, vous avez des enjeux à ce niveau-là, vous pouvez nous écrire, puis on pourra vous diriger vers l'autorité qui est compétente. Mais aujourd'hui, on se concentre sur deux autorités, deux lois, le Bureau de la concurrence et la loi sur la concurrence, et la loi sur la protection du consommateur et l'Office de la protection du consommateur. Alors, la première de ces deux lois, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on a la loi sur la concurrence. Elle interdit les représentations au public visant à faire la promotion d'un produit ou d'intérêts commerciaux qui sont fausses ou trompeuses sur un point important, ainsi que celles qui portent sur le rendement, l'efficacité ou la durée de vie utile et qui ne se fondent pas sur des tests suffisants et appropriés. Essentiellement, qu'est-ce que ces deux points-là nous disent? La première chose, c'est qu'on vient nous dire, lorsqu'il y a une représentation, donc une publicité, un message sur l'emballage d'un produit qui est fait au public, sur un produit ou pour faire la promotion d'un intérêt commercial, qu'est-ce que ça peut être ça, un intérêt commercial? Bien, disons qu'on fait la promotion d'un produit, d'un projet, un grand projet, et on essaie de mousser les bienfaits de ce projet-là, ou d'une activité ou d'une entreprise, mais sans que ça soit en lien avec un produit de manière spécifique. Et là, on tombe dans la promotion d'un intérêt commercial. Et si ces représentations-là sont fausses ou trompeuses sur un point important, donc un élément là, qui, pour le public, est d'importance, eh bien là, à ce moment-là, il peut y avoir des sanctions. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsque on fait une représentation sur le rendement, l'efficacité ou la durée de vie utile d'un produit, on est obligé de faire des tests avant de faire ces représentations-là. Donc, d'une part, on interdit la publicité fausse ou trompeuse, et d'autre part, lorsqu'on fait des représentations sur le rendement, l'efficacité ou la durée de vie utile, l'entreprise doit avoir fait des tests de manière préalable. Euh, Maintenant, pour déterminer qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est trompeur, la loi nous dit qu'il faut prendre en compte l'impression générale et le sens littéral des indications. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va se poser la question, le consommateur moyen, lorsqu'il observe une publicité, lorsqu'il observe un message commercial, c'est quoi l'impression générale qui se dégage de cette impression-là? Si on nous dit qu'une bouteille d'eau est verte, c'est quoi l'impression générale qui se dégage du fait que la bouteille d'eau est verte? Est-ce qu'on parle de sa couleur ou on parle de son empreinte environnementale sur l'ensemble du cycle de vie? C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est ce que la loi dit essentiellement, pas de publicité trompeuse, et lorsqu'on fait certains types d'allégations, il faut avoir fait des tests de manière préalable. Sachez qu'il y a un projet de loi en ce moment qui vise à étendre l'exigence de faire des tests à certaines allégations environnementales. Donc, on verra si ce projet de loi-là est adopté. Là, il est allé en examen présentement à l'échelle fédérale. Donc, si jamais on identifie une violation, qu'est-ce qu'on peut faire, Marc? Alors, une fois qu'on sait tout ça, on peut faire une plainte. Il y a devant le Bureau de la concurrence deux types de plaintes, des plaintes formelles et des plaintes informelles. La différence, c'est que la plainte formelle, l'avantage, en fait, c'est que ça permet à la personne qui fait la plainte d'être avisée, d'être informée qu'une enquête est ouverte et quand l'enquête est fermée. Donc, c'est quand même intéressant de ce côté-là, mais c'est un peu plus exigeant. Ça requiert de faire une déclaration solennelle de 6 personnes résidant au Canada qui sont des adultes. Ça doit inclure les noms et adresses de ces plaignants, le nom de l'entreprise visée,
un exposé de c'est quoi exactement la nature de la contravention ou l'infraction qu'on prétend avoir trouvé et un résumé des éléments de preuve à l'appui de cette plainte. Donc, ça exige un peu plus que la plainte informelle qui, elle, c'est simplement vraiment de remplir un formulaire de plainte du Bureau de la concurrence. On peut le faire comme individu, donc n'importe qui peut faire ça. Et ce n'est pas nécessaire dans le cas d'une plainte informelle de décrire pourquoi ça serait, selon nous, une pratique qui contrevient à la loi. On n'a pas besoin de faire de déclaration sous serment, c'est beaucoup plus simple. Donc, on s'entend pour des citoyens, citoyennes individuels, c'est probablement la meilleure solution de faire une plainte informelle. Peut-être que pour des organismes non gouvernementaux, des OBNL environnementaux en particulier, une plainte formelle peut avoir des intérêts, mais généralement, pour la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que la plainte informelle, c'est probablement le meilleur moyen. Un peu plus sur le comment à la prochaine fiche. Donc, dans les deux cas, que ce soit une plainte formelle ou informelle, pour soumettre une plainte, les consommateurs, consommatrices peuvent appeler au téléphone le centre des renseignements du Bureau de la concurrence ou remplir le formulaire de plainte qui est en ligne. Et le formulaire de plainte, en fait, nous demande nos coordonnées, nous demande c'est qui l'entreprise, en fait, qui fait l'objet de la plainte et une petite description du comportement. Plus on leur fournit de l'information, mieux c'est. Ça va leur faciliter le travail. C'est sûr que plus vous êtes vague, plus ça va être difficile, mais normalement, ça reste quand même possible en principe pour le bureau de faire ce travail-là. Et le formulaire permet aussi d'envoyer des pièces. Donc, par exemple, des captures d'écran. Ça peut être des pages web. Ça peut être toutes sortes d'autres éléments. Ça peut être une photo que vous avez prise qui permet justement au bureau de savoir un peu plus précisément de quoi vous parlez dans votre plainte. La prochaine fiche, c'est comment ça fonctionne une fois que la plainte est transmise. Donc, si une plainte formelle est soumise, le bureau est tenu de vous informer qu'il a ouvert une enquête et quand il va la fermer aussi, l'enquête, il est censé vous informer. Une fois que la plainte est soumise, le processus de traitement est confidentiel. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'allez pas pouvoir savoir ils sont rendus où. À part l'ouverture et la fermeture, vous n'allez pas pouvoir savoir est-ce que vous êtes rendu à 30 de votre processus ou 80 ils ne vont pas vous le dire, c'est confidentiel. Mais c'est possible pour vous de continuer à fournir l'information sur la plainte que vous avez déjà déposée. On peut penser par exemple à un site web qui a changé. Les propos ont changé depuis que vous avez fait votre plainte. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? En tout cas, c'est différent. Vous pouvez envoyer des nouvelles captures d'écran, des photos additionnelles. Donc, vous pouvez venir au fur et à mesure ajouter de l'information alors que vous avez déjà logé une plainte. Et aussi, ce n'est pas le seul moyen de faire des plaintes. On peut aussi aller devant les tribunaux. Donc, il y a des recours civils devant les tribunaux. Autrement dit, monsieur, madame, tout le monde peut aller saisir les tribunaux. C'est sûr que souvent, on recommande fortement d'être représenté par avocat, avocate. Donc, c'est un peu plus exigeant, en fait, un peu beaucoup plus exigeant que de faire des plaintes, mais c'est possible. C'est possible au provincial, ici au Québec, et au fédéral, avec le projet de loi 59, c'est ce qui est proposé. Donc, de donner un droit d'accès privé au tribunal de la concurrence. On va voir si ça va être intégré dans la loi qui va être adoptée finalement. Voilà. Donc, c'est ce qui complète notre présentation du processus auprès du Bureau de la concurrence et des plaintes en vertu de la loi sur la concurrence. Et maintenant, il y a un peu l'équivalent à l'échelle provinciale en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Donc, vous allez voir, là, ces deux lois qui se recoupent un peu, mais on va vous donner quelques suggestions de quel organisme choisir, quelle loi peut être plus avantageuse dans certaines situations versus d'autres situations. Mais regardons déjà qu'est-ce que la loi sur la protection du consommateur nous dit. Donc, la loi sur la protection du consommateur, la LPC, interdit plusieurs pratiques de manière spécifique là, qui sont nommées dans la loi. Par exemple, la loi interdit les représentations fausses ou trompeuses à un consommateur, très semblable à ce qu'on a dans la loi sur la concurrence. Interdit aussi l'attribution de faux avantages à un bien, la fausse prétention qu'un bien ou service comprend une composante particulière ou répond à une norme donnée. Par exemple, si on avait une norme environnementale ou une
certification environnementale, on prétendrait qu'un produit répond à cette norme-là ou répond à ce standard d'industrie-là. Si ce n'est pas vrai, bien là, cet article-là pourrait s'appliquer. Si on prétend qu'un bien est fait avec un certain type d'ingrédients, une certaine composante, qui a des bénéfices environnementaux, des avantages environnementaux, moins polluantes, cet article-là aussi pourrait s'appliquer dans une situation comme ça. On interdit aussi l'attribution de fausses caractéristiques de rendement, la fausse prétention qu'un bien a un mode de fabrication déterminé. On pourrait penser à un mode de fabrication qui serait plus avantageux du point de vue environnemental. Si on fait des fausses représentations sur ça, ce paragraphe-là de la loi pourrait s'appliquer. Un autre élément très intéressant, c'est qu'on ne peut pas passer sous silence un fait important. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment faire de déclaration sélective si ce qu'on nommait est important puis aurait un impact important sur la décision du consommateur, de la consommatrice au moment de faire l'achat d'un produit. Ça, c'est très intéressant parce que ça vient vraiment s'attaquer aux déclarations sélectives dès lors qu'on nommait un fait important qui est relatif à la performance environnementale d'un produit, bien là, on peut se retrouver en frein de la loi. Également interdit la déformation du sens d'une information, d'une opinion ou d'un témoignage, la communication d'une analyse ou d'une donnée présentée comme faussement scientifique. Par exemple, on laisse entendre qu'un produit ou une activité a des bienfaits pour l'environnement ou a une empreinte environnementale moins élevée, et là, on cite des données ou des articles scientifiques qui, en réalité, ne sont pas réellement crédibles. Bien là, à ce moment-là, on pourrait avoir une violation de la loi. Je crois qu'il y a des questions là, dans l'onglet questions-réponses, mais on pourra y revenir à la toute fin, là, pour s'assurer de. Parfait. Alors, information supplémentaire sur la LPC. À noter qu'il n'est pas nécessaire qu'un contrat ait été conclu pour qu'il y ait pratique interdite. Donc, il peut y avoir simplement une publicité qui est faite et à ce moment-là, la loi peut être enfreinte. Et comme en vertu de la loi sur la concurrence, on va se poser la question, quelle est l'impression générale et le sens littéral de la représentation donnée par l'entreprise? Donc, on va essayer de se mettre dans les souliers de la consommatrice, du consommateur moyen, puis de voir comment est-ce que cette personne-là aurait perçu un message publicitaire. Est-ce que cette personne-là aurait pensé qu'une bouteille d'eau aurait été peut-être moins polluante que la moyenne, si on vient dire qu'elle est verte, ou quand on va essayer de se mettre dans les souliers de cette personne-là là, pour voir qu'est-ce que ça veut dire, cette représentation-là. Et finalement, à noter que la LPC s'applique seulement aux pratiques d'un commerçant, fabricant ou publicitaire qui sont destinés aux consommateurs. Donc, la LPC le dit, c'est la loi sur la protection du consommateur. Donc, la loi s'applique dans des contextes de contrat de consommation. Et donc, ce qu'on avait en matière de loi sur la concurrence, sur la promotion d'un intérêt commercial destiné au public, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la LPC. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans un contexte de message auprès des consommateurs et non un message, par exemple, par rapport à un grand projet industriel ou à un secteur d'activité qui n'est pas destiné aux consommateurs. Alors, Marc, la même question que tantôt, mais comment fait-on une plainte à l'OPC? Alors, encore une fois, on veut que ça soit simple. Quand je dis on, c'est nous, c'est aussi l'OPC lui-même. Justement, la recommandation de l'Office, c'est de les contacter par téléphone afin d'avoir vraiment un échange pour qu'une personne, une agente, un agent prenne en charge la plainte, en fait. Donc, la plainte peut être acheminée aussi au moyen d'un formulaire qui est en ligne. Donc là, on va vous demander encore une fois vos coordonnées. On va vous demander c'est quel commerçant qui est concerné par votre plainte, un peu d'informations sur s'il y a une transaction, un contrat, mais ce n'est pas nécessaire comme tu viens de mentionner, Julien. Une description aussi du problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous faites une plainte. Et c'est important qu'on comprenne qu'il n'y a pas de formalité, vous n'avez pas vraiment besoin de suivre toutes sortes d'étapes de formes, simplement expliquer les faits pertinents avec des pièces idéalement, des captures d'écran, des photos ou autres. Et ce n'est pas nécessaire non plus de faire référence à des articles de loi. On vous les présente ici pour que vous compreniez ce que la loi dit, pour que vous compreniez aussi c'est quoi les différents cas de figure que la loi envisage comme étant faux ou trompeurs, mais vous n'avez pas besoin de rentrer nécessairement dans ce niveau de détail. Donc, juste décrire la situation devrait suffire normalement. Ensuite, une fois que vous avez fait cette plainte, vous l'avez envoyée, normalement, le
processus d'enquête est confidentiel. Donc, encore une fois, c'est le même principe. Vous n'allez pas nécessairement être tenu au courant de l'évolution du processus d'enquête. Ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme information. C'est normal, c'est comme ça pour pas mal tous les types d'enquêtes qu'on parle d'éco-blanchiment ou autres, là. Donc, il ne faut pas être surpris. Mais c'est là aussi possible d'envoyer des informations additionnelles, si vous en trouvez d'autres, après que votre plainte soit déjà logée. Donc, l'Office pourrait communiquer avec vous, vous poser un peu plus de questions ou non, ça pourrait ne pas arriver. S'ils ont besoin d'un peu plus de précision, par exemple, vous avez vu telle chose, vous avez entendu telle chose, à quelle date, c'était sur quelle chaîne de radio pour qu'on puisse retrouver, nous, à l'Office, des renseignements additionnels pour étayer un peu notre dossier. Donc, l'Office pourrait vous appeler, vous demander des questions. Si vous avez déjà eu un appel, il pourrait y en avoir un deuxième peut-être. Et aussi, c'est possible d'avoir des recours civils. Donc, la plainte, ça, c'est un processus. C'est aussi possible de s'embarquer dans un autre processus ou de faire les deux. Donc, on peut aller directement devant les tribunaux. Des recours civils peuvent être envisagés, des recours de droit commun. Donc, essentiellement, si on pense, par exemple, qu'il y a un enjeu de responsabilité civile, si on pense qu'il y a toutes sortes de dommages qui peuvent être allégués, etc., c'est théoriquement possible. Là, aujourd'hui, on vous parle surtout des plaintes parce qu'on veut que ça soit simple pour tout le monde et on espère que c'est ce que vous allez retenir, que c'est possible de le faire et que c'est simple de faire des plaintes. Merci à tous les deux pour cette présentation extrêmement éclairante. En fait, c'est pas terminé, là. Je viens de voir une autre diapo. Je pensais que vous aviez terminé. OK, je vous laisse continuer. Julien, tu es en sourdine. Ah, voilà, merci. Non, je disais, on y est presque. Puis on va pouvoir répondre. Je vois que les questions s'accumulent là, dans le. On va pouvoir. Je pense qu'on va avoir amplement de temps pour y répondre. Mais restez encore avec nous pour deux petites diapositives, puis on va être à vous pour les questions. Donc, on vous a présenté le processus fédéral, on vous a présenté le processus provincial. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de points de chevauchement entre les deux. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait aller vers une plainte à l'OPC ou une plainte au bureau? Quel est l'avantage de une versus l'autre? C'est sûr que les sanctions potentielles en vertu de la loi sur la concurrence peuvent être un peu plus élevées, mais au-delà de ça, là, il y a des questions un peu plus pratico-pratiques qu'il faut se poser. Premièrement, la loi sur la concurrence s'applique à la promotion de produits, mais aussi d'intérêts commerciaux. Et ça peut être très intéressant parce que si on a une entreprise qui fait des allégations qui ne portent pas sur des produits ou des services offerts aux consommateurs, consommatrices, eh bien là, seulement la loi sur la concurrence est susceptible de s'appliquer. Par exemple, une entreprise qui fait la promotion d'un secteur d'activité qui n'offre pas des produits aux consommateurs. Par exemple, qui construit des infrastructures qui vont être utilisées par le public, mais qui ne peuvent pas être achetées par le public. Une entreprise qui vend des produits auprès d'entreprises. On ne s'adresse pas aux consommateurs. Donc là, ça va être la loi sur la concurrence. Si on fait la promotion de projets, d'activités, là encore une fois, c'est surtout la loi sur la concurrence qui va s'appliquer. Ça peut être pertinent aussi dans des contextes où on a une entreprise qui fait des allégations prospectives par rapport à ce qu'elle prévoit faire dans le futur, à développer. Là, on dit par exemple, on va être carboneutre en 2050. Ben là, ça peut être difficile d'identifier quel est le produit, quel est le contrat de consommation potentiel qui s'applique dans une situation comme ça. On n'a pas vraiment de produit qui existe encore, mais la loi sur la concurrence, dès qu'on parle d'un intérêt commercial, dès qu'on fait la promotion d'un intérêt commercial, elle est susceptible de s'appliquer. Donc, ça peut être un cas où la loi sur la concurrence est plus intéressante. On a aussi quelque chose dans la loi sur la concurrence qui est l'obligation de faire des tests. Donc, je l'ai dit, là, dès lors qu'on fait des représentations sur l'efficacité, la durabilité, la durée de vie utile, eh bien là, il faut avoir fait des tests suffisants préalablement à la représentation. Donc, dès qu'on pense qu'une entreprise fait des représentations sur ces thèmes-là, mais n'a potentiellement pas fait les études, pas fait les tests scientifiques préalablement à ces représentations-là, bien là, on a quelque chose là, dans la loi sur la concurrence qui s'applique directement à ce cas de figure-là. On n'a pas l'équivalent, exactement l'équivalent dans la LPC. Et finalement, ben, la loi sur la concurrence est une loi fédérale, donc elle s'applique à l'échelle nationale. Donc, si on a une campagne de publicité nationale, peut-être que le bureau et il va être mieux outillé là, à réagir à une campagne de publicité fausse ou trompeuse à l'échelle nationale. Mais c'est important de savoir que
il y a des équivalents de l'OPC dans les autres pays, dans les autres provinces, pardon. Dans les autres provinces, il y a des équivalents. Donc, chaque province a son agence provinciale de protection des consommateurs. Aussi, un autre élément qui peut favoriser une plainte auprès du bureau, c'est le fait que le bureau a une expertise particulière en matière d'emballage, d'étiquetage de produits de consommation et d'étiquetage des produits du textile. Donc, si jamais la publicité, la représentation qui pose problème est relative à ce genre de produits-là, le bureau pourrait être peut-être un peu mieux outillé à traiter la plainte. Maintenant, pour ce qui est des avantages de la LPC, ben, la LPC, elle, contient des dispositions un peu plus spécifiques que la loi sur la concurrence. Donc, potentiellement, elle peut s'appliquer plus facilement à certaines formes d'éco-blanchiment, comme par exemple l'utilisation trompeuse de certification. C'est quelque chose qui est clairement là, nommé dans la LPC. Les allégations sélectives, on l'a mentionné, l'obligation de ne pas omettre de faits importants. Donc là, c'est quelque chose qui est intéressant ici aussi. Les déclarations faussement scientifiques et finalement des allégations qui portent sur des caractéristiques secondaires. C'est un autre cas de figure euh, qui est interdit seulement dans la LPC. Par exemple, dans la loi sur la concurrence, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut que ça soit faux ou trompeur sur un élément important. Donc, la loi fédérale s'applique mal à des situations où est-ce qu'on fait des représentations fausses ou trompeurs, mais sur des caractéristiques secondaires. Par exemple, si on a une bouteille d'eau, bon, ben, est-ce que le fait que l'empreinte environnementale liée au transport, est-ce qu'un tribunal viendrait considérer ça comme un fait important? C'est difficile à savoir. Dans la LPC, que ce soit un fait, une caractéristique primaire ou secondaire, ce n'est pas quelque chose qui importe. Donc, dès qu'on est sur des allégations, sur des caractéristiques peut-être moins importantes pour le consommateur, la consommatrice moyenne, là, ça peut être plus intéressant d'aller du côté de la LPC. Et finalement, un petit rappel, on l'a mentionné brièvement au début, mais il y a des régimes réglementaires spécifiques qui existent pour protéger les consommateurs de produits et services financiers. Donc, si jamais vous voyez des situations en lien avec des prêts, des produits d'investissement, des fonds d'investissement, on vous donne des conseils en matière de produits et services financiers, eh bien là, il y a vraiment des régimes spécifiques qui s'appliquent à ce genre de situation-là. Donc, je vous invite là, à peut-être nous écrire, puis on pourra vous diriger vers les autorités habilitées à traiter ce genre de dossier-là. Mais reste que l'OPC puis le Bureau de la concurrence ont compétence de manière générale pour une panoplie là, de représentation, incluant en matière financière. Donc, vous ne vous trompez pas si vous allez cogner à leur porte. Alors, pour résumer, et la prochaine fiche, je vous l'annonce tout de suite, aura les coordonnées des deux instances. Pour résumer, les représentations environnementales fausses ou trompeuses des entreprises, ça peut mener à des sanctions en vertu des lois actuelles. Pourquoi on répète ça? C'est parce que vous avez peut-être déjà vu ou entendu que nous, au CQDE, au Centre québécois du droit de l'environnement, nous faisons des démarches pour renforcer le cadre juridique, pour qu'il soit mieux, pour qu'il encadre mieux l'éco-blanchiment. Mais en attendant, on a déjà des lois qui, en ce moment, sanctionnent les représentations fausses ou trompeuses et l'éco-blanchiment, c'est exactement ça. Donc, déjà aujourd'hui, vous pouvez faire des plaintes et il peut y avoir des sanctions. Les consommateurs et consommatrices qui identifient des cas d'éco-blanchiment potentiels peuvent les signaler facilement. C'est simple. Vous pouvez prendre quelques minutes, probablement moins de 10 minutes, et simplement remplir un formulaire, appeler au téléphone. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, le bureau ou l'office. Et ces deux instances, c'est exactement ça, leur rôle de vérifier des plaintes, d'enquêter et finalement, dans les cas qui s'y prêtent, de sanctionner l'entreprise fautive. Alors, vraiment, n'hésitez pas à les contacter. Plus il va y avoir des plaintes en matière d'éco-blanchiment, plus ça va rehausser le niveau de priorité qui est accordé à l'éco-blanchiment par ces instances-là. Donc, le message qu'on vous lance aujourd'hui, c'est faites-le. C'est faites des plaintes. Voilà. Et où et comment exactement, voilà les coordonnées. Je rappelle que vous allez pouvoir accéder à ça en rediffusion et que tout ça sera disponible sur notre site web. Donc, Bureau de la concurrence, vous avez le numéro de téléphone, le site web, le formulaire, Office de protection du consommateur aussi. Les informations sont toutes là. Merci. Merci énormément, Marc et Julien. C'était extrêmement éclairant de vous entendre. Ça fait longtemps que je m'intéresse à l'éco-blanchiment, mais jamais
m'a été présenté de manière aussi claire, comment agir, comment transformer notre indignation en posant un geste concret, donc sentir qu'on peut contribuer à s'attaquer à ce phénomène malheureusement beaucoup trop répandu autour de nous. On a plein d'excellentes, excellentes questions. Je vais commencer par la première et une un peu plus loin qui est plus générale. En fait, on se questionne, là, vous nous avez vraiment présenté les enjeux d'éco-blanchiment autour d'entités commerciales, mais qu'en est-il lorsque ce sont des municipalités? C'est la première question de Gilles Labrosse. Donc, est-ce qu'il y a des différences pour ce qui est de l'éco-blanchiment d'une municipalité? En écho avec une question qui vient plus loin aussi sur ce thème, qui dit quelle protection contre une administration publique qui reprendrait à son compte des déclarations mensongères de fournisseurs et leurs industries pour un produit qui fait l'objet d'un appel d'offres. Un citoyen peut-il se plaindre s'il n'est pas l'acheteur, mais sera un utilisateur du produit payé par des fonds publics? Donc là, c'est un peu en parallèle, vous n'avez pas abordé directement ces questions-là, mais est-ce qu'il y a des leviers juridiques malgré ça qui existent? Ouais, c'est une excellente question. Ça me donne l'occasion d'annoncer la publication d'un prochain rapport sur justement l'éco-blanchiment effectué par les organisations publiques, notamment les municipalités, les différents paliers de gouvernement, les fonds d'investissement public. Donc, suivez ça, là, on va sortir ça un peu plus tard au cours de l'été. C'est important de noter qu'en vertu de la LPC, bon, on vient réglementer les contrats de consommation. La loi sur la concurrence s'applique à la promotion de produits ou d'intérêts commerciaux. Je ne suis pas certain là, au niveau des municipalités si on fait la promotion d'une politique publique, si on serait dans une situation où on entrerait là, dans la promotion d'un intérêt commercial. Je ne veux pas trop avancer parce qu'il faudrait faire une petite vérification. Mais je vous invite à rester aux aguets de ce qu'on va publier là, dans les prochains mois. Ça va être vraiment spécifiquement là, visé à répondre à ces questions-là. Euh, Au niveau de la question sur si, au niveau des appels d'offres et tout ça, s'il y a une représentation qui a été faite au public par cette entreprise-là et que ça a influencé un appel d'offres, mais qu'il y a eu un moment où le public en a eu connaissance, bien là, la loi sur la concurrence est susceptible de s'appliquer. Et aussi, de manière générale, ben, faire une plainte, ça ne nous engage à rien, là. Donc, si jamais vous identifiez une situation où vous n'êtes pas certain si la loi sur la concurrence ou la LPC s'applique, rien ne vous empêche de faire malgré tout une plainte. Et si jamais les agences considèrent qu'elles n'ont pas compétence, ben, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, ça touche un peu la deuxième question, ta réponse, parce qu'il y a quelqu'un qui demandait, donc Michelena Netos, s'il y a des risques à faire une plainte, que ce soit une plainte formelle ou informelle. En fait, les risques sont à peu près zéro. La seule situation que je pourrais imaginer où il y en aurait peut-être un, c'est si on essaye de détourner le processus pour une autre fin. Alors, si il n'y a pas nécessairement un cas d'éco-blanchiment qu'on veut porter à l'attention des autorités, mais qu'on veut simplement nuire à une entreprise et qu'on commence à véhiculer de l'information qui elle-même est fausse, là, on peut tomber plus dans la diffamation, mais si on est de bonne foi, on a vu quelque chose, on n'est pas certain, on le soumet aux autorités, vraiment, il ne devrait pas du tout y avoir de risque. Si vraiment vous avez une grande hésitation, vous pouvez aussi nous poser des questions à nous, mais normalement, l'autorité publique, de toute façon, son processus d'enquête est confidentiel. Donc, si vous n'êtes pas en train d'aller diffuser largement sur Internet que vous avez fait une plainte, normalement, il n'y aurait vraiment aucun risque parce qu'il n'y a pas de diffamation dans un cas comme celui-là où il n'y a personne qui sait que vous avez fait une plainte. Donc, vraiment, n'ayez pas peur des risques, c'est le message d'aujourd'hui. Parfait. Donc, mieux vaut déposer trop de plaintes que pas assez, puis possiblement aux deux entités, donc fédérale et provinciale. Super, merci. Autre question, lorsque les représentations d'une entreprise sont douteuses car non économiquement possible de mesurer scientifiquement les résultats que l'entreprise prétend faire atteindre à ses clients, est-ce alors sujet à une plainte en éco-blanchiment? Ben, donc, c'est potentiellement. Donc, est-ce que c'est sujet à une plainte? Oui. Est-ce que ce serait une violation de la loi? Ben là, c'est aux tribunaux de le déterminer, mais certainement, s'il y a une représentation qui sont fausses au point de vue trompeur, et qui sont fausses ou trompeuses au point de vue scientifique, qu'on prévoit, qu'on offre des résultats inatteignables et que la science ne peut pas
prouver, démontrer que ces résultats-là peuvent être atteints, certainement, il peut y avoir un cas problématique. On l'a vu dans les cas, on change un peu de registre, là, dans le cas des régimes minceurs pour perdre du poids. Il y a plusieurs fois, le Bureau de la concurrence a sévi dans des situations comme ça où on promettait des remèdes miracles, là, où on allait perdre du poids dans un temps record. Et ces produits-là n'avaient pas été assujettis à aucun test, à aucune étude clinique sérieuse. Et ça a été une situation où on promettait quelque chose qui finalement était irréaliste. Donc, peut-être que le parallèle peut être fait euh, ici en ces deux Très situations. intéressant, c'est un bon exemple. Puis, qui juge, une question de Lynn Pelletier, qui juge qu'un fait est important ou non en fonction de l'article 228 de la loi sur la protection du consommateur? Oui, donc, euh, essentiellement, si l'Office de la protection du consommateur reçoit votre plainte, vous pourrez décider de euh, judiciariser cette situation-là, la situation que vous portez à leur attention. Bien là, il pourrait y avoir un tribunal qui devrait rendre une décision. Et les tribunaux sont venus interpréter la notion de fait important. Et ils sont venus dire là, qu'il faut essentiellement qu'un fait important, ce soit un fait qui a eu un impact dans la décision dans la décision d'achat ou de consommation de la personne. Donc, est-ce que si vous si vous aviez eu cette information-là, est-ce que vous auriez pris une décision différente? Est-ce que vous auriez exigé un prix différent? Vous auriez contracté à des conditions différentes? Donc, est-ce que c'est un fait là, qui vraiment aurait eu un impact sur votre décision d'achat? Et c'est ça que les tribunaux sont venus dire. Donc, dans le cas où vous feriez une plainte puis que le dossier serait récupéré et judiciarisé éventuellement, bien là, le tribunal se poserait cette question-là. Est-ce que le fait de ne pas avoir eu une information sur l'empreinte environnementale du produit a influencé votre décision de choisir ce produit-là versus une alternative, ou vous n'auriez pas acheté, vous auriez acheté à un prix différent, et là, à ce moment-là, on pourrait considérer qu'il y a une violation de l'article 228. OK. Ta réponse répond un tout petit peu à cette question-ci, mais je vais quand même la poser. Quand la STM fait de la publicité comme quoi l'autobus remplace 70 voitures ou que l'autobus au biogaz roule vert, y a-t-il un cas d'éco-blanchiment, même si cela touche une société gérée par une municipalité ou l'État? Je pense que c'est effectivement encore la question de savoir si les corps publics eux-mêmes font de l'éco-blanchiment. Donc, encore une fois, ça sera probablement couvert, un cas de figure comme celui-là, par le prochain rapport sur cette question-là qui va sortir. Une société d'État, je dirais, a priori, mon réflexe, c'est de penser qu'on se rapproche un peu plus, justement, les utilisateurs et utilisatrices d'une société d'État qui offre du transport en commun, même si c'est l'État, il y a quand même, en fait, une relation là, économique entre le consommateur et la consommatrice. Donc, la question se pose un peu plus sérieusement dans un cas comme celui-là. Alors, à suivre. Merci beaucoup. Une question de Pénélope Préti. Dans la loi fédérale, est-ce que la plainte informelle a autant d'impact qu'une plainte formelle? Oui, donc les deux plaintes vont être considérées en principe de la même façon. Donc, les agents vont recevoir, les agents vont recevoir la plainte, puis vont regarder s'il y a matière à mener une enquête, puis ensuite d'aller obtenir des documents de la part de l'entreprise, puis éventuellement même soit de négocier une amende auprès de la compagnie ou même de porter le dossier devant les tribunaux. Donc, vraiment, là, les deux vont avoir le même impact. Le seul avantage, là, c'est que la plainte formelle, elle va, en pratique, là, mener à une ouverture. Si les faits sont sérieux, là, puis que ça laisse entendre qu'il y aurait potentiellement une violation, le bureau va devoir ouvrir une enquête et informer les personnes qui ont soumis la plainte qu'une enquête est en cours et informer les personnes que l'enquête a été clôturée au moment de sa clôture. Donc, ça nous donne un petit avantage au niveau de l'information. On sait qu'il y a une enquête qui est ouverte, on sait qu'il y a une enquête qui est fermée. Sinon, si on fait une plainte informelle, on n'a aucune information. Est-ce qu'il y a une enquête qui est en cours ou pas? Est-ce qu'on regarde encore les informations qu'on a transmises? Fait que c'est le seul avantage. Mais en termes d'impact, là, elles sont équivalentes en termes d'impact. C'est vraiment juste au niveau d'avoir un peu d'informations sur le statut de l'enquête. OK, merci. Et puis, est-ce que c'est contraire à la loi de la protection du consommateur de vendre des produits liés à une activité écologique en inscrivant que ces produits proviennent des États-Unis, distributeurs, alors que l'on veut sciemment cacher que ce sont des produits qui proviennent de Chine?
Donc ça, c'est peut-être plus, si je peux me permettre, pour avoir étudié la question de la provenance en agroalimentaire dans mon livre L'envers de l'assiette, la réglementation stipule que l'origine du produit, qui peut être identifié sur sur l'aliment qu'on achète, il faut que 50% ou plus ait été dépensé dans le pays identifié, ce qui explique que parfois on va voir du café qui va être marqué produit du Canada, parce que le café, même s'il aurait été cultivé en Amérique latine, le coût de torréfaction est supérieur au prix beaucoup trop bas payé aux producteurs. Commentaire éditorial. Donc, fait que je ne sais pas si dans ce cas-ci, c'est comme la provenance et l'aspect écologique sont un petit peu liés. Fait que je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce sujet-là. Mon réflexe sur cette question-là, c'est de penser qu'on est encore dans une situation où le cadre juridique existe. Comme on dit, il peut être utilisé, mais il n'est pas très, très précis. Donc, quand on n'est pas certain, le mieux qu'on puisse faire, c'est de faire une plainte parce que les autorités publiques, elles, vont normalement agir dans les cas qu'elles considèrent comme étant de l'éco-blanchiment. Et ensuite, on va, après ça, avoir une meilleure idée de ce qu'elles considèrent comme franchissant la ligne ou non. Alors, justement, c'est le message d'aujourd'hui. Faites une plainte et ça devrait nous permettre de savoir un peu mieux où se situent les limites. C'est un peu comme jouer au soccer, mais sans savoir où est le but. Le but est invisible. On sait qu'il existe, on sait qu'il y a des limites, mais on ne sait pas elles sont où. Donc, on tire, puis on voit si l'arbitre nous donne le point ou non. C'est un peu ça le message. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une question aussi qui demande est-ce que le nombre de plaintes reçues a un impact sur une même entreprise? A priori, Julien, tu t'apprêtes à répondre? Ah, Vas-y. ben, en fait, dans le calcul, donc si jamais il y a une violation des dispositions administratives là, de la loi sur la concurrence, il y a un facteur qui permet un facteur aggravant, qui est le comportement passé de l'entreprise. Donc, si jamais une entreprise était sanctionnée en raison d'une plainte, puis là, il y avait une autre plainte pour la même pratique qui se poursuivait dans le temps, ben là, on pourrait imaginer que les sanctions pourraient devenir plus importantes. Donc, il peut avoir un effet là, accélérateur si jamais une entreprise, de multiples reprises, continue à avoir une pratique problématique. OK, C'est mon seul élément de réponse. OK, une question qui nous vient de Juan Noranda. Lorsqu'on parle d'une entreprise qui ne fait pas à proprement parler de produits destinés directement aux consommateurs, comment fonctionnent les recours en vertu de la loi sur la concurrence? On pense à certaines compagnies minières, par exemple, qui vont avoir faire des allégations de développement durable et autres, et pour lesquelles on a des données probantes quant aux conséquences sur la pollution qu'ils émettent. Est-ce qu'il y a des moyens pour les citoyens de faire appel à ça, à une de ces lois-là? Alors, je pense que ça serait oui. Si ce n'est pas la loi sur la protection du consommateur au Québec, ça serait la loi sur la concurrence au fédéral, donc auprès du Bureau de la concurrence. Il y a une nuance importante qui est entre le mot durable et l'expression développement durable. Parce que développement durable, ça, c'est défini dans la loi, ce que ça veut dire. Il y a des principes dans la loi sur le développement durable. On peut être d'accord ou en désaccord avec beaucoup de choses sur la question de la définition de développement durable, mais une entreprise qui dit qu'elle participe au développement durable, on ne va pas regarder cette allégation de la même façon qu'une entreprise qui dit que elle vend un produit qui est durable, par exemple, ou que ses activités sont durables, point. Donc, si c'est l'un ou l'autre, vous pouvez faire une plainte, mais disons que les autorités publiques vont regarder la chose différemment si on utilise une expression ou l'autre. OK, merci. Une question de... Puis, si on a des questions plus spécifiques, donc, est-ce qu'on propose aux citoyens d'utiliser la ligne verte même du CQDE ou pour déposer possiblement plus qu'une plainte simple, mais monter un dossier? Est-ce que c'est possible C'est d'utiliser la ligne? certainement possible, mais je vous dis tout de suite qu'il y a de bonnes chances que la réponse va être faites une plainte à l'autorité publique en question parce que
C'est pas qu'on n'a pas les réponses, c'est que les réponses n'existent pas dans beaucoup de cas parce que c'est un domaine qui est relativement nouveau. C'est sûr qu'il y a d'autres juridictions en Europe, en Californie, qui ont déjà une bonne longueur d'avance sur l'encadrement de l'éco-blanchiment. On espère qu'on va avancer un peu plus vite ici au Québec et au Canada. Entre-temps, on a beaucoup de points d'interrogation. De votre côté au public, de notre côté aussi, on pose des questions, on tente d'obtenir des réponses. En attendant, on n'a pas trop le choix que de faire des plaintes pour avoir un peu plus d'indications sur ce qu'est exactement l'éco-blanchiment selon les autorités. Écoutez, il y a plein d'excellentes questions. Je ne réussirai pas à toutes les poser, malheureusement. Mais comme on vous disait à tous, on y répondra par la suite, celles qu'on n'a pas pu faire en ligne. Une très pertinente aussi, est-ce que des groupes citoyens ou même des OBNL en environnement devraient inciter la population à faire des plaintes contre un cas en particulier, ou est-ce que ça pourrait tomber dans la diffamation? Je dirais avec une certaine prudence, on peut faire ça. Il faut que ce qu'on dise, ça soit vérifié. Donc, si on a, par exemple, regardé la situation de près, on s'est posé des questions, on est allé poser des questions, par exemple, au CQDA, à notre ligne verte, et que ce qu'on dit, c'est basé sur ces vérifications-là. Et que ce n'est pas vraiment dans l'intention de nuire à l'entreprise, mais vraiment une question, par exemple, d'intérêt public. On veut protéger l'environnement, on veut protéger les citoyens, les citoyennes, les consommateurs et consommatrices. Dans un cas comme ça, normalement, ça ne serait pas de la diffamation. C'est sûr que plus on diffuse un message publiquement et qui va aller rejoindre le plus de personnes, plus il faut faire attention. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la diffamation. Donc, je dirais que oui, ce scénario est possible. Puis Merci. j'aimerais ajouter ça, puis on l'avait déjà dit, là, mais si on ne publicise pas le fait qu'on a fait une plainte, personne ne va savoir que vous avez fait une plainte. Donc, les ONG qui sont inquiètes d'un risque de cette nature-là peuvent simplement ne pas diffuser le fait qu'elles ont fait une plainte, puis ces plaintes-là vont être menées de manière confidentielle, puis jamais le public va savoir que vous avez fait une plainte contre une entreprise. Donc, ça peut être une façon, là, si c'est un enjeu, là. Euh, mais bon, Donc, l'entreprise n'est pas au courant quand les démarches sont faites auprès d'elle pour vérifier. Les autorités ne disent pas d'où vient la plainte. ne disent pas d'où vient la plainte. Exact. Exact. Parfait. Donc, vraiment, là, puis tu sais, les documents que vous transmettez, bon, évidemment, ces documents-là peuvent être utilisés en preuve si jamais il y a une judiciarisation, mais exactement, là, Laure, c'est très bien dit. Là, donc, jamais votre identité là, va être portée à la connaissance de l'entreprise qui est visée par la plainte. Puis ça, c'est quand même intéressant là, parce que justement, on ne veut pas qu'il y ait des répercussions négatives si une personne pense que potentiellement il y a eu une violation, on ne voudrait pas en subir des conséquences. C'est un peu, dans le fond, les agences jouent ce rôle de filtre, ils vont filtrer les plaintes qui méritent d'être judiciarisées ou pas. Puis entre-temps, ben, c'est ça, les gens sont invités évidemment à en transmettre. Et la question qui tue de Mathieu Langlois, est-ce que les sanctions imposées aux entreprises sont assez importantes pour être dissuasives? Ben, tu sais, ça, c'est une question un peu, c'est un peu une question d'opinion, là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des modifications dans la loi fédérale. Là, je ne veux pas dire exactement qu'est-ce que c'est précisément parce que de mémoire, je ne me rappelle plus, mais il y a un moyen là, d'aller chercher le 3 du chiffre d'affaires de l'entreprise là, dans certains cas, ou d'aller chercher le bénéfice que l'entreprise a eu grâce à la pratique trompeuse. Donc, il y a moyen d'aller dans des très gros montants en raison de modifications à la loi sur la concurrence qu'il y a eu dans la dernière année. La LPC a des montants en termes d'amende un peu plus faibles. Mais est-ce que ça peut être dissuasif? Tu sais, dans des cas d'action collective, ça peut amener jusqu'à des actions collectives. Puis on en a vu, là, Volkswagen, ça a été plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, clairement que ça peut être cool. Si les dommages sont très élevés, puis on va aller devant les tribunaux, dans les recours en matière de compensation pour des dommages, puis que ça a été des pratiques qui ont été très diffusées, là, ça peut aller à très élevé en matière de dommages. Différence entre les dommages et les amendes. Là. Est-ce que tu aurais des exemples? Par exemple, bon, Volkswagen, ça s'est fait comme en parallèle avec une action collective, mais des amendes qui seraient imposées par l'OPC ou le BCC? Oui. Très Ben, longtemps. donc, par exemple, Keurig, qui vend là, les fameuses dosettes de café, là, donc les capsules qu'on peut mettre dans nos machines à café, qui prétendaient que les capsules étaient recyclables, mais certaines juridictions n'acceptaient pas la matière en question. Là. Je pense qu'il y a eu une enquête récemment sur
dans le Journal de Montréal sur justement les pratiques des entreprises en matière de recyclabilité. Le bureau avait déjà sévi contre Keurig et il y avait eu une amende, une sanction administrative pécuniaire de 3 millions, si je ne me trompe pas, plus 800 000 qui avaient dû être versés à un organisme de charité. Donc, je vais laisser les gens déterminer si c'est dissuasif ou pas, là, mais reste que donc c'est quand même des montants significatifs, là. Ouais, très, J'ajouterais, très. oui, j'ajouterais que au-delà du montant d'une sanction, il y a aussi le fait qu'on parle ici de déclarations qui sont faites de façon volontaire par des entreprises. Pourquoi une entreprise volontairement va venir parler de sa performance environnementale ou celle d'un produit qu'elle commercialise? C'est parce qu'elle se dit qu'il y a un avantage à faire ça. Elle n'est pas obligée de le faire, elle le fait quand même. Donc, le risque pour elle, quand il y a un scandale qui explose parce qu'il y a une autorité publique qui considère que ce qu'elle a fait, c'est de l'éco-blanchiment, ça lui fait mal à l'entreprise. Alors, ça peut être dissuasif, même si le montant peut être relativement faible par rapport à son chiffre d'affaires, ça fait mal quand même. Donc, je vous dirais que c'est sûr qu'on voudrait que les sanctions soient de façon rigoureuse, là, bien dissuasive, mais en même temps, le fait qu'une plainte soit retenue et qu'il y ait une enquête qui se solde finalement par une sanction, en soi, ça devrait avoir un effet assez dissuasif sur des entreprises qui ont à cœur justement l'environnement selon leur représentation. Puis, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est évidemment de combattre l'éco-blanchiment. Donc, ça, c'est un des moyens. Puis, effectivement, la dénonciation publique en est un autre. Puis, ce sont des actions qui peuvent être faites en parallèle. D'ailleurs, à cet effet-là, il y a quelqu'un qui demande, anonyme, est-ce que c'est bien d'annoncer publiquement le dépôt d'une plainte à l'OPC? On posait la question plutôt pour une OBNL, mais est-ce qu'on sait l'importance des médias sociaux, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait pour encourager justement d'autres personnes à le faire? Je dirais que en faisant preuve de prudence, oui, on peut faire ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Souvent, oui, je crois que ça va être une bonne idée. L'idée, encore une fois, c'est d'être de bonne foi, d'avoir fait des vérifications, de se poser des questions. Est-ce que c'est clairement de l'éco-blanchiment selon moi ou non? Et de peut-être poser des questions directement aux autorités publiques, ce qu'elles considèrent être de l'éco-blanchiment ou non. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait l'intéresser si on fait une plainte ou non. Si on a quand même des réponses intéressantes et que tout porte à croire qu'effectivement, ça devrait être considéré comme de l'éco-blanchiment, je ne vois pas pourquoi on se priverait du fait d'annoncer qu'effectivement, on a fait une plainte. C'est sûr que ce qui pourrait faire hésiter, c'est cette question de la diffamation. Mais si on tient compte de tout ce que je viens de dire, normalement, on devrait être correct. Super, merci. Encore plein de questions intéressantes et commentaires, notamment Patricia de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, qui rappelle qu'avec Greenpeace et plusieurs autres organisations, ils ont produit un manuel d'éco-blanchiment plus lié aux grandes entreprises pétrolières et gazières. C'est sur le site de Greenpeace. Peut-être, je ne sais pas si vous pourriez l'ajouter dans le courriel de suivi possiblement. Donc, il y a des outils qui existent sur l'éco-blanchiment. Autre question plus spécifique de Marie-Ève Leclerc d'Équiterre concernant la loi. Avez-vous des exemples sur le point passé sous silence en fait important? Par exemple, est-ce que le cas d'une compagnie de gaz qui mentionne qu'il produit du gaz renouvelable, mais ne mentionne pas le pourcentage produit renouvelable versus le gaz fossile? On n'a pas du tout d'exemple en tête, n'est-ce pas? Est-ce que, selon vous, il y aurait quelque chose à faire avec ce cas ce cas plus précis auquel on pense tous? C'est un exemple qui n'est pas pigé au hasard, je crois, parce qu'il y a eu une plainte exactement pour ça auprès de l'Office de protection du consommateur contre une entreprise de distribution de gaz ici au Québec. Et je vais vous dire, à mon avis, personnellement, je crois que c'est de l'éco-blanchiment, mais l'Office n'a pas encore statué, à ma connaissance, sur cette plainte-là, sur l'enquête qui a probablement été ouverte. Donc, ça reste à voir si les autorités considèrent que c'est de l'éco-blanchiment. La question qui a été posée dans cette plainte-là, c'est est-ce que le fait de dire que
on consomme du gaz renouvelable et que c'est acheminé jusqu'à notre maison, c'est de l'éco-blanchiment, alors que, en fait, la personne qui paye pour ça de plus que son voisin qui ne paye pas pour ça reçoit finalement la même chose dans leur tuyau. Alors, c'est un peu ça la question. Il reste à voir ce qu'en pensera l'Office. Parfait, merci. Peut-être une dernière question qui est un petit peu en parallèle, mais qui vient de gens engagés, aussi sur des enjeux liés à des choix de municipalité. Je me demandais jusqu'où peut aller l'application du concept d'éco-blanchiment au-delà des pratiques de consommation. Prenons cet exemple. Un promoteur immobilier ou une municipalité présente un projet comme étant écologique simplement parce qu'il inclut la plantation de quelques arbres. Toutefois, en réalité, le projet manque de mesures substantielles telles que la réduction des îlots de chaleur, la protection des milieux naturels ou l'intégration de solutions de transport en commun en matière de développement durable. Serait-ce une forme d'éco-blanchiment qui n'est pas encore réglementée par la loi? Moi, j'aurais tendance à dire que la loi sur la concurrence est est un bon outil là, pour faire une plainte qui s'appliquerait à une situation comme ça, parce que la loi s'applique à la promotion d'intérêts commerciaux. Donc, si on a un promoteur qui fait la promotion d'un projet pour ses vertus environnementales, euh, ben, on- ce promoteur-là le fait pour ses intérêts commerciaux, pour mousser le projet, pour créer de l'acceptabilité sociale. Ça, c'est un thème clé là, en matière d'éco-blanchiment. Quand on essaie de créer de l'acceptabilité sociale autour d'un projet, puis de mousser certaines caractéristiques pigées, là, triées sur le volet, et là, nécessairement, on fait la promotion d'un intérêt commercial. Et si cette promotion-là est fausse ou trompeuse, dans ce cas-ci, on comprend que c'est des déclarations sélectives, donc on est plus dans le volet trompeur que faux, ben, la loi pourrait s'appliquer. Donc, ouais, moi, j'aurais tendance à dire que pour une situation comme ça, la loi sur la concurrence est le véhicule approprié, moins la LPC dans ce cas-ci, vu que on est moins dans une situation là, de consommation, euh, vu que c'est un promoteur qui parle d'un projet. OK, parfait. Là, il est déjà 13h07. J'ai vu, il y a plein de gens qui ont quitté, évidemment, parce que c'est souvent ces webinaires sur l'heure du dîner. Fait que je veux vous remercier chaleureusement tous les deux pour cette présentation tellement éclairante qui donne vraiment le goût de porter plainte à plein d'égards. Non, ça nous fait voir un outil dont on dispose, dont je pense dans bien des cas, on n'était pas conscient pour poser des gestes. Donc, j'espère que ça contribuera à susciter un engouement. Merci encore au CQDE pour le formidable travail que vous faites pour protéger non seulement les milieux naturels, mais de faire en sorte que cette fameuse, toutes les dispositions juridiques qui devraient être là pour protéger notre environnement et respecter notre droit à un environnement sain, à la biodiversité soit respecté. Puis à vous tous, il y a toujours la ligne verte du CQDE qui est un formidable outil quand on a des questions juridiques en matière d'environnement. Alors, un très grand merci. Bon après-midi à tous et à toutes. Et puis, on aura du plaisir à se revoir pour la prochaine phase du prochain rapport pour qu'on en sache plus sur d'autres outils, d'autres moyens de prévenir l'éco-blanchiment. Alors, au revoir, bon après-midi.